La campagne jurassienne aux portes des Franches-Montagnes. Dans la lumière dorée du petit matin, la carte postale est parfaite. Un élevage traditionnel à taille humaine. Je suis éleveur depuis tout petit en fait, j'ai grandi là-dedans. Et on a principalement des grandes cultures, céréales panifiables et le reste c'est principalement de l'herbage pour notre élevage de vaches. Donc une cinquantaine de vaches avec leurs veaux. Chez les Stecklin, on est éleveur de père en fils. D'ailleurs, la relève est déjà là pour donner le fourrage et le foin qui viennent évidemment de la ferme. Pourtant, même ici, on est conscient du problème posé par la production de viande. C'est vrai que notre pouvoir d'achat du Suisse est tellement élevé que certainement on mange définitivement trop de viande. Et à mon avis, il faut pouvoir diminuer cette consommation de viande, mais si on en mange, c'est de manger de la viande durable telle qu'elle est ici. Parce que là, comme consommateur, je sais si je mange une telle viande, c'est une viande qui sort d'une globalité où tout est en relation sur l'exploitation et puis qui permet aussi de mettre une mise en valeur de notre paysage, principalement comme on l'a aussi en Suisse. Évidemment, cette petite ferme biologique semble n'avoir pas grand-chose à voir avec les élevages intensifs américains qu'on appelle feedlot, où des milliers de vaches sont engraissées rapidement avec du maïs. Et pourtant, pour Sébastien Imbert, leur opposition n'est pas aussi nette qu'on le pense. Ce scientifique est spécialisé dans le calcul de l'empreinte carbone. Alors au niveau de certaines considérations comme la considération du plaisir de l'animal, la considération de soutenir une agriculture avec une petite agriculture, avec des paysans locaux, s'occuper du paysage. À ce moment-là, la viande, j'ai envie de dire, le bovin suisse, oui, on peut dire qu'il est mieux qu'un bovin américain, notamment qui vient d'un feedlot. Par contre, en termes d'empreinte carbone, une vache suisse, elle rote autant qu'une vache américaine. Donc pour le climat, ça ne fait pas de différence. L'élevage est accusé de produire 14,5% des gaz à effet de serre, ce qui serait presque autant que le secteur des transports. Alors les gaz à effet de serre émis par l'élevage ne sont pas que du CO2, il y a notamment le N2O et le méthane. Et le N2O et le méthane sont des gaz à effet de serre qui sont beaucoup plus puissants pour le réchauffement climatique que le CO2. Le méthane est un gaz à effet de serre qui a plutôt des effets sur les 10, 20, 30 prochaines années, alors que le CO2, lui, restera dans l'atmosphère pendant 100, 200 ans. Donc, si on cherche à résoudre les problèmes de réchauffement climatique à court terme, le méthane et donc l'élevage est encore pire que le CO2. Et si on s'occupe du long terme, le CO2 commence à prendre son importance. En bref, pour Sébastien Imbert, le meilleur moyen de protéger la planète reste encore de consommer moins de viande. Le problème, c'est que plus ça va, plus le monde est peuplé de viandards. Il y a 10 ans, on ingurgitait 284 millions de tonnes de saucisses, steaks et autres gigots. L'année dernière, on est monté à 329. Et on évalue à 463 millions de tonnes la consommation mondiale à l'horizon 2050. Car la tendance n'est pas près de s'inverser, avec l'arrivée des pays émergents qui deviennent de plus en plus carnivores à mesure que leur niveau de vie augmente. Il n'y a qu'à voir la courbe de la Chine. Si on est 10 milliards à vouloir se nourrir comme la Suisse, on émettra plus de gaz à effet de serre que ce que la planète peut absorber à long terme. On ne peut pas continuer à ce rythme-là de consommation de viande. Là, il y a un consensus au niveau scientifique. Bonjour Étienne, ça va aujourd'hui? Oui, ça va. Alors ils mangent bien les animaux? Jean-François Auquette est chercheur en agronomie dans cette ferme expérimentale du centre de la France. Donc ici, sur le numéro 11, c'est l'animal 8562 qui est en train de manger. Les bovins sont monitorés, leur alimentation pesée et passée au crible. Dans cette étape, nous conduisons des expérimentations pour apprécier l'efficience, c'est-à-dire comment les animaux utilisent efficacement tel ou tel régime alimentaire, de façon à ce qu'ils gaspillent le moins, de façon à ce qu'ils produisent le moins de méthane possible, tout en produisant le plus de viande possible et tout en répondant à leurs exigences physiologiques d'être sensibles que sont les animaux. On place souvent l'élevage en compétition avec le reste de l'agriculture. En effet, l'élevage occupe 70% des terres agricoles,
Mais pour ce chercheur, les chiffres peuvent être trompeurs. Par exemple, cet animal-là. Alors, effectivement, l'élevage occupe beaucoup d'espace, mais il y a des grandes surfaces de terre, comme par exemple les steppes en Mongolie, ou les prairies permanentes dans les montagnes, les moyennes montagnes, comme les montagnes du Massif central par exemple, ou certaines montagnes en Suisse, où on ne peut pas faire autre chose que du pâturage et donc de l'élevage, parce qu'on ne peut pas faire de culture. Autres chiffres qui reviennent régulièrement, pour fabriquer 1 kg de bœuf, il faut 7 kg de protéines végétales et 15 000 litres d'eau. Mais là encore, il faut entrer un peu plus dans les détails. Les ruminants ont un avantage parce qu'ils consomment beaucoup d'herbes, beaucoup de fourrage, beaucoup d'ensilage que nous, on ne peut pas consommer. Et donc, si on favorise les régimes à base d'herbes ou à base de fourrage, on ne rentre pas en compétition avec l'alimentation humaine. Et en France, aujourd'hui, vous avez à peu près 80% des aliments qu'on donne aux ruminants qui ne sont pas consommables par l'homme. En d'autres termes, 80% de leur alimentation est composée d'herbes ou de résidus de culture. Et pour ce qui est des 15 000 litres d'eau, selon l'INRA, il faut distinguer l'eau grise, utilisée pour nettoyer les fermes et abattoirs, l'eau bleue, réellement pompée dans les lacs et rivières pour abreuver les bêtes et irriguer les cultures, et enfin l'eau verte, qui est de l'eau de pluie et qui représente 94% de ces 15 000 litres d'eau. Le point important est que cette eau de pluie, de toute façon, elle va tomber pour faire pousser l'herbe, qu'il y ait ou non des animaux pour manger l'herbe. Et donc, si on retirait les animaux des pâturages, on ne va pas faire cette économie d'eau. Si on arrêtait de consommer de la viande, on ne va pas faire une économie de 15 000 litres d'eau. Toutes ces données plaident pour une exploitation comme celle de Milo, proportionnée et adaptée au site. Sauf que ce n'est clairement pas la majorité des élevages, même suisses. Je pense que notre agriculture, elle a quelque chose à faire définitivement. Et surtout nous, comme consommateurs, on a quelque chose à faire parce qu'il ne faut pas oublier que par notre acte d'achat, finalement, on dirige cette agriculture suisse aussi. Et donc, évidemment, si moi, comme consommateur, j'ai envie de manger de la viande tous les jours, j'incite les producteurs, les exploitants suisses à produire de la viande. Je pense que là, il y a vraiment un effort à faire du côté de l'agriculture, où on a quand même encore des systèmes relativement intensifs aussi en Suisse, mais on a aussi un grand développement d'agriculture biologique qui répond quand même à une nouvelle demande du consommateur. On ne peut pas continuer comme ça, nous dit l'expert en empreinte environnementale. L'agriculture et les consommateurs ont leur rôle à jouer. Alors justement, on va en parler avec vous de ce rôle. Camille Veil, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de projet au sein de l'organisation Éternité. C'est un joli jeu de mots en anglais entre eat pour manger, éternité. Au fond, votre but, s'il fallait le résumer en 2 mots, c'est que chacun ait accès à des menus qui soient respectueux de l'environnement. La première question, les élevages de bovins, de viande de porc sont quand même plus limités en Suisse que dans ces grands cheptels aux États-Unis. Est-ce que ce n'est pas un peu absurde de demander à des Suisses de limiter leur consommation de viande par respect de l'environnement ? Écoutez, l'alimentation, c'est 15% des émissions de gaz à effet de serre en Suisse. Ces gaz à effet de serre, ils sont principalement causés par ces élevages de bovins. En 2050, notre confédération veut qu'on soit neutre climatiquement. Donc je pense qu'en tant que consommateur, le choix qu'on a au quotidien, c'est justement d'agir par notre alimentation. Alors on va être concret, si on prend un menu par exemple avec du bœuf ou un menu avec du poulet, il y a une différence d'empreinte carbone entre les deux ? Alors pour vous donner un exemple concret, des joues de bœuf braisées, qui est un plat carné, ça émet 3600 grammes de CO2. Des chicken wings, ça émet 1200 grammes de CO2. Alors, le consommateur, quand il mange chez lui, il peut faire les choix qu'on a dit, mais la restauration, quand on mange à l'extérieur, a aussi sa responsabilité, en 2 mots. De plus en plus, la restauration, elle a un rôle énorme parce qu'on a de plus en plus de gens qui vont au restaurant, qui mangent dehors. Et simplement en informant le consommateur de la provenance ou bien de l'empreinte carbone de différents menus, je pense que la restauration, elle peut faire évoluer les choses d'une façon très favorable au climat.
Et c'est sur quoi vous travaillez aussi précisément dans les différents projets que vous menez dans le cadre des Eternity. Merci pour vos explications, Camille Weil. Très bonne soirée. Puis évidemment, tous les animaux d'élevage ne produisent pas la même quantité de gaz à effet de serre. Les ruminants en produisent un peu plus que les porcs ou les poulets. Donc, pour faire un raccourci saisissant, mieux vaudrait manger du poulet suisse qu'un steak d'Argentine. Trop de viande produite, on vient de parler de l'impact écologique. Trop de viande consommée, l'effet sur notre santé n'est pas négligeable non plus. Chaque Suisse consomme chaque année l'équivalent de ce chariot, très exactement 50,01 kg de viande, avec une nette préférence pour le porc, qui représente presque la moitié du caddie, avec 22,21 kg. Viennent ensuite les 13,60 kg du bœuf et du veau. La volaille est aussi très appréciée, avec 11,83 kg ingurgités chaque année. Après le trio de tête, les quantités deviennent moins importantes. 1,19 kg pour le mouton et l'agneau, environ 1,5 kg de gibier, 360 g pour le cheval, 180 g de lapin, à peine l'équivalent d'une cuisse, et enfin 70 g de viande de chèvre. Donc, en résumé, pour ce qui est des protéines animales, le panier de l'helvète moyen est composé de 50 kg de viande, auquel il faut ajouter 8 kg de poisson, 111 kg de produits laitiers et 177 œufs. Alors, c'est grave, docteur ? Dans nos pays occidentaux comme la Suisse, nous consommons que très peu de protéines d'origine végétale. Environ 30 à 35% de toutes nos protéines ingérées viennent de l'alimentation végétale, ce qui fait qu'on consomme beaucoup trop de protéines animales, de viande. On recommande de ne pas consommer plus que 3 fois par semaine la viande rouge. Quelqu'un qui consomme 3 fois par jour de la viande rouge, qu'est-ce que vous lui dites en tant que médecin ? Si elle va en consommer 3 fois par jour, mais sur des années, c'est clair que cela peut avoir des conséquences sur sa santé, sur le long terme, en termes de maladies cardiovasculaires, en termes de maladies métaboliques, mais aussi certains types de cancers. Selon l'OMS, le terme viande rouge qualifie la chair issue de muscles de mammifères comme le bœuf, le veau, l'agneau ou encore le porc. Les mises en garde concernent une surconsommation de ces viandes, en particulier lorsqu'elles ont été transformées. La viande de porc est effectivement celle qui contient le plus des acides gras saturés, donc des mauvaises graisses. C'est cette viande-là qu'on devrait limiter au maximum, ainsi que tous les produits dérivés de la viande du porc. Comme exemple, la charcuterie ou la viande fumée a été classée cancérigène, tandis que la viande rouge simple est classifiée comme possiblement cancérogène, puisque nous n'avons pas aujourd'hui suffisamment de données pour dire qu'elle a les mêmes effets que la viande transformée. Ici, à l'agroscope, on étudie la qualité et la digestibilité des protéines, car il se trouve que la viande est une excellente source de protéines et que les protéines sont indispensables à notre survie. Ce qu'on connaît très bien, c'est justement les produits laitiers, mais aussi la viande. On sait que c'est des protéines de très haute valeur. Elles ressemblent le plus à nos protéines à nous. Alors, c'est que notre corps, il a besoin d'acides aminés essentiels et ces produits nous apportent ces acides aminés essentiels pour notre corps. Les protéines sont constituées de chaînes d'acides aminés. Sur les 21 dont notre corps a besoin, 9 sont qualifiés d'essentiels car notre organisme ne sait pas les fabriquer. Ils doivent donc impérativement être apportés par l'alimentation. Les recherches ont montré que les protéines animales sont très riches en acides aminés essentiels et qu'en général, nous les digérons bien, sauf intolérance. Ça, c'est notre estomac artificiel. C'est un prototype, en fait. On essaye de simuler une digestion, c'est-à-dire la phase gastrique de notre digestion. Et en prélevant des échantillons, on visualise si la protéine a été digérée par le corps. Alors, tout à droite, c'est le contrôle. C'est du lait non digéré. On voit des grosses pentes. Voilà, ça, c'est les caséines. Et là, il y a les protéines du petit lait. Et ici, c'est des prélèvements qu'on a pris après différents temps pendant la digestion gastrique. Là, on commence à 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, jusqu'à 2 heures. Alors, on voit ici que la grosse pente, elle est déjà bien diminuée. Et elle diminue jusqu'à ici où on n'en voit plus du tout. Ça veut dire que cette protéine, elle a été digérée.
l'Agroscope vient de commencer un projet de recherche sur mandat de la Confédération qui va durer 4 ans pour trouver des sources de protéines alternatives à la viande. L'accent est mis sur les produits suisses, c'est-à-dire qu'on évite les transports longs. Et ça doit être cultivable en Suisse, ça doit être une production qui est bien pour l'environnement, mais aussi après, pour le consommateur, ça doit être bon. Il n'y a personne qui va manger des choses qu'on n'aime pas, mais ça doit aussi libérer des acides aminés essentiels pour qu'on puisse couvrir nos besoins. L'idée est d'étudier des aliments déjà disponibles dans nos rayons, du soja, des légumineuses, mais aussi des insectes. L'étude commence à peine. Pas question de vous dire ce soir, renoncer à la viande, ce n'est pas le propos. Omnivore, flexitarien, végétarien, vegan, ce sont des choix personnels. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est le caractère indispensable des protéines. Bonsoir Tania Lehmann. Bonsoir Manuel. Vous êtes diététicienne, vous êtes aussi coordinatrice de la Fourchette Verte à Genève. Alors on dit souvent que les protéines, non seulement elles sont nécessaires pour vivre, mais ce sont des sortes de bâtisseurs. En quoi elles sont utiles véritablement, concrètement ? Oui, alors les protéines sont la trame de beaucoup de tissus et des cellules. Donc elles composent les muscles, les os, la peau, les cheveux. Et elles rentrent aussi dans beaucoup de fonctions physiologiques, par exemple sous forme d'enzymes, sous forme d'anticorps pour le système immunitaire, hormonal. Donc elles ont un rôle vraiment capital. Alors pour ne pas manger trop de viande, on n'arrête pas de le dire, combien de fois par semaine est-ce qu'il faudrait en manger, dites-moi ? Alors, il faudra en manger 3 fois, ce qui comprend également les charcuteries. Et puis aussi, par rapport aux poissons, on conseille d'en manger qu'une seule fois par semaine pour des raisons d'alimentation durable. On connaît bien la surpêche. Alors, pour avoir aussi une idée très concrète de ce que ça veut dire, ces quantités-là, on a 100 grammes de viande, c'est l'équivalent de ce steak haché. Si on le remplace par d'autres sources de protéines, ça donne quoi pour avoir les mêmes quantités ? Alors, on parlait du poisson, donc ça va faire 120 grammes. Et là, vous avez en fait les quantités qui sont proposées par Fourchette Verte depuis de nombreuses années. Donc, on a par exemple 2 œufs. On peut avoir 80 grammes de fromage à pâte molle. Oui. Le fromage à pâte dure contient un peu plus de protéines, du coup on en a moins besoin, ce sera 60 grammes. Et puis le fromage blanc ou le blanc battu ou le cottage cheese entre 150 et 200 grammes. D'accord, pour avoir l'équivalent des 100 grammes de viande que je montrais tout à l'heure. D'accord, et puis on Exactement. n'oubliera pas les protéines végétales, le tofu, les légumineuses justement. Alors restez avec nous Tania Lehmann pour vous donner d'autres idées très concrètes et goûteuses de menus sans viande. Nous avons sollicité un chef hôtelier expert en diététique. Fondant de saumon, quinoa aux fruits secs, air de lait safrané. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous prépare un saumon des grisons d'élevage. Donc on prend cette belle partie et puis on va faire des cubes. Le saumon a été mis sous vide avec l'huile d'olive et le thym. On a fait attention de ne pas le saler pour ne pas faire sortir l'eau du poisson et garder vraiment tout l'aspect organoleptique du poisson. Maintenant, je vais le mettre à cuire à une température précise de 42 degrés afin de ne pas faire éclater les protéines pour garder tout le jus et toute la saveur à l'intérieur du saumon. Environ une quinzaine de minutes de cuisson. Voilà. Alors, pour accompagner avec le fondant de saumon, on a prévu donc un quinoa avec une brunoise de légumes, carottes, céleri, carottes jaunes et des fruits secs. C'est en fonction de l'association de ces différents ingrédients qu'on va pouvoir obtenir une valeur biologique des protéines idéale. Une partie des protéines va être apportée par le quinoa. Et là, on va laisser cuire combien de temps ? 18 minutes. Et puis ensuite, on va ajouter les fruits secs et la brunoise de légumes préalablement blanchie. Alors ici, on va rajouter l'air de lait safrané, sauce assez légère avec le saumon. Risotto d'orge aux lentilles beluga, œufs pochés, émulsion d'herbe, croustille à l'huile d'olive. Pour ce faire, on va utiliser de l'orge perlée, une céréale, et on va utiliser des lentilles beluga. L'un et l'autre n'ont pas l'ensemble des acides aminés, donc combinés ensemble, en plus avec la protéine de référence qu'est l'œuf, ça va nous donner un apport protéique bien équilibré.
Voilà, j'ai ajouté les lentilles beluga. Donc, ce qui est important au niveau de l'association céréales légumineuses, c'est de faire 2 tiers céréales, 1 tiers légumineuses pour avoir cet apport en acides aminés. Alors ici, on va préparer la sauce. Donc, on a du bouillon de légumes. On va le lier légèrement avec un beurre manié à l'huile d'olive. Essayer de cuire quelques instants pour la cuisson de la farine. Ensuite, on va crémer légèrement avec une crème 25%. Ensuite, on va finir avec du persil haché et du cerfeuil. On peut aussi utiliser différentes autres herbes. Voilà. Donc, juste une ébullition. Et ensuite, mixer la sauce. Et ensuite, on peut directement la dresser sur nos œufs. Riz indonésien aux pousses de soja et fruits oléagineux. Donc ici, on a du riz parfumé, apport en protéines. On a des noix de cajou, des graines de tournesol, apport de graines oléagineuses, mais qui apport en protéines. Des champignons chinois avec la chitine, apport en protéines. Un peu de julienne de légumes pour un aspect croquant et coloré de la préparation. On va torréfier un tout petit peu les graines de tournesol. Pas trop brûler les matières grasses, donc on chauffe un petit peu. Ensuite, on va ajouter le riz. On va parfumer avec un petit peu les épices, de l'anis étoilé, un peu de cannelle. Donc là, on est parti pour une cuisson de 15 à 20 minutes. Et on va ajouter donc les légumes et les champignons et le gingembre à partir de 10 minutes de cuisson. On va procéder au dressage. Et voilà. Riz indonésien, pousses de soja et noix de cajou. Alors, si ces recettes vous font envie, vous les retrouverez sur le site d'À Bon Entendeur sur abe.ch. On rappellera aussi que si vous voulez remplacer le lait de vache, source de protéines, par une boisson végétale, seul le soya fournit des protéines en abondance, encore moins que le lait de vache. Pas du tout dans les boissons à base de riz ou un tout petit peu dans celles à base d'amandes. C'est ce qu'explique très justement le magazine Mieux choisir de mars-avril avec un test de boissons végétales. Tania Lehmann, ce qui nous a frappé maintenant dans les magasins, c'est toute une série de produits qui s'annoncent comme hyper protéinés. On a par exemple des produits laitiers là, qui sont enrichis en protéines de lait ou en céré, des farines pour pain pizza ou des gaufres. Il y a des snacks que vous n'avez pas là, mais il y a aussi des céréales et des pâtes. Finalement, est-ce que tout ça, tous ces produits enrichis en protéines, est-ce que c'est vraiment utile pour notre organisme ? Alors, comme on a vu, la consommation de protéines, en tout cas en Suisse, elle est bien au-dessus des recommandations. On en consomme trop. Alors, il y a des populations particulières qui auraient besoin peut-être d'un petit coup de pouce au niveau des protéines. C'est les personnes qui sont dénutries. Et là, ça va augmenter l'apport en protéines et ça peut être intéressant pour elles. Et puis, il y a les sportifs quand ils sont dans une phase de gain de masse, mais c'est une phase qui est relativement courte. Et là, ils auraient un besoin en protéines plus élevé. Donc, on a l'impression que ces produits, ils sont un peu similaires aux produits qu'on pourrait trouver dans certains fitness. Et puis, qu'en même temps, ils seraient plutôt aussi destinés soit aux sportifs, soit aux personnes désireuses de perdre du poids. D'accord. Alors justement, vous avez devant vous une boisson qui s'appelle High Protein, c'est-à-dire évidemment fort taux en protéines. Là, elle a des compositions intéressantes. Alors, en dehors du lait écrémé, des protéines de lait sans lactose, il y a du jus de framboise, des acidifiants, amidon de maïs modifiés, arômes naturels, colorants, édulcorants. Est-ce que c'est bien ça ? Alors justement, si on pense aux personnes qui doivent manger davantage, qui ont besoin de se renourrir, on va dire, quand on voit qu'il y a low fat et no sugar... Ça va ni graisse ni sucre. Ni graisse ni sucre, on se dit que ce n'est pas tout à fait adressé à elles. Donc alors, du coup, à qui sont-elles adressées ? Tania Lehmann, ne soyons peut-être pas totalement négatifs. Là, je vous ai amené des pâtes, alors qui s'annoncent comme High Protein Source, avec source de protéines importantes. Et ce sont des pâtes à base de pois chiches uniquement. C'est intéressant, ça ?
Oui, c'est intéressant parce que c'est un produit qui est peu transformé. Hein. C'est juste de la farine de pois chiche, donc une bonne source de protéines végétariennes, du coup, hein, un repas sans viande. Et donc, moi, je le proposerais très volontiers accompagné de légumes, ou même on peut mettre des graines, mettons, de sésame dessus, et puis il y a une complémentarité au niveau des protéines. Et puis ces céréales qui sont enrichies en croustillantes protéines, qu'est-ce que vous en dites, vous? Alors là, ça peut être intéressant pour les personnes qui sont plutôt dénutries et qui ont de la peine à manger de la viande, du poisson, avec un certain dégoût pour ce type d'aliments. Et donc, ça pourrait être une solution, par exemple, pour le petit déjeuner, ou même pour remplacer un repas avec quelque chose de plus attrayant au niveau gustatif que ce qu'elles ont peut-être habituellement. Oui, et puis on pourra préciser que pour une fois, elles ne sont pas surchargées en sucre, ces céréales, ce qui est assez exceptionnel. En tout cas, merci pour cet éclairage. Très bonne soirée à vous, Tania Lehmann. Merci. Et puis jusqu'à présent, on a parlé de sources de protéines assez courantes comme alternative à la viande. Mais on sait que des chercheurs s'activent pour produire, par exemple en Finlande, une poudre riche en protéines faite à base de microbes et de nutriments minéraux. D'autres travaillent d'arrache-pied pour faire de la fausse viande qui ressemble le plus possible à de la vraie. Ce qu'on veut, c'est obtenir des protéines structurées, c'est-à-dire sous forme de fibres, comme elles se présentent à l'état naturel dans la viande. Pourquoi ? Parce que l'être humain est habitué à consommer ces protéines sous une forme structurée. La recherche pour fabriquer de la fausse viande ne date pas d'hier. Cette mixture protéinée est sortie d'un laboratoire genevois en 1967. Je vais vous dire tout de suite si c'est bon ou pas. Eh bien, c'est un peu fade, compte tenu que c'est naturel et qu'on peut rajouter encore des goûts. Eh bien, ce sera un produit qui a de l'avenir. 50 ans plus tard, de l'autre côté de l'Atlantique, on a fait quelques progrès niveau présentation et visiblement aussi niveau goût. Allez, on y va. Oh, c'est dingue. c'est vraiment très bon. 1,3 million de ces impossibles burgers ont été écoulés en 2017. Pourtant, ce steak high-tech, qui a le goût de la viande et l'aspect de la viande, ne contient pas 1 gramme de bœuf. C'est une pure création d'une start-up de la Silicon Valley. Un steak 100% végétal, composé à base de protéines de blé et de pommes de terre, d'huile de noix de coco et de sang de synthèse. La fabrication est un secret industriel, mais l'idée présentée aux journalistes paraît simple. Les vaches transforment les plantes en viande, alors pourquoi ne pas sauter cette étape et la recréer en laboratoire ? Nous n'avons pas été étonnés de retrouver tous les éléments qui composent une plante, puisque la vache est constituée à partir de plantes. C'est juste que le processus de transformation de la plante à la vache n'est pas du tout efficace. Parce qu'à en croire leur film publicitaire, ils ne se sont pas contentés de faire de la viande, ils ont créé une meilleure viande. Plus propre, plus durable, plus goûteuse que l'original. Une vache ne peut pas prétendre faire ça. En fait, la vache n'essaye même pas. Mais après la viande sans viande, d'autres scientifiques misent sur une technologie encore plus avant-gardiste, la viande in vitro. Dans ce laboratoire hollandais, on fait de l'agriculture cellulaire. Nous faisons des prélèvements sur un muscle de bovin. On en extrait des cellules, on doit les cultiver pour en obtenir des milliards. Au bout de 4 jours, on obtient 600 000 cellules. Voici donc le résultat après 8 semaines d'efforts. Une cellule en a produit plusieurs milliards. Pouvez-vous nous faire l'honneur de dévoiler votre création ? En 2013, cette start-up hollandaise avait dévoilé le premier burger in vitro. Actuellement, cela coûte toujours 2 500 $ les 500 grammes. Le chemin jusqu'à nos rayons de supermarché semble donc encore long. En Suisse, on a plutôt choisi la voie du trompe-l'œil, car ceci n'est pas du poulet. À l'école polytechnique de Zurich, 3 étudiants se sont lancés dans le planted chicken, littéralement le poulet planté, 100% végétal.
Alors ça, c'est un des ingrédients. C'est la farine des pois jaunes. Ok. Ah oui, c'est vraiment de la farine, c'est pas des pois, quoi. Non, c'est pas de pois, c'est de la farine et c'est plutôt la fraction avec beaucoup de protéines. Lucas développe ce produit depuis 1 an et demi, mais du processus de fabrication, nous n'en verrons pas beaucoup plus. Tout ce que l'on sait, c'est que cette farine de pois est mélangée avec des graines de tournesol, de l'avoine, de l'huile et de l'eau. Nous n'utilisons pas des additifs, c'est vraiment un processus comme on fait la pasta, c'est seulement avec la température, avec la pression. Moi, je crois que c'est vraiment de la bonne nourriture. C'est végétal, c'est vraiment soutenable, c'est tous les bons attributs des plantes combinés avec les attributs du poulet. C'est riche en protéines, ça ne contient pas de cholestérol, ça ne contient pas d'antibiotiques. Alors, c'est vraiment les meilleurs les deux parties. Ce midi, Lucas et ses associés organisent une séance de dégustation pour tester grandeur nature leur recette de poulet teriyaki et recueillir les réactions de futurs potentiels consommateurs, qu'ils soient flexitariens, végétariens ou même de vrais carnassiers. Alors, quel goût ça a ? Je n'ai jamais mangé ce type de sandwich avant. C'est très bon. Pour ce qui est du substitut de viande, ça ressemble vraiment au poulet. Ça a la texture du poulet grillé. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est très bon. C'est différent de tous les autres trucs que j'ai testés, comme le seitan ou le tofu, ce genre de goût. C'est assez unique. Je ne sais pas comment dire. J'ai pas mangé de poulet depuis très longtemps. Je ne suis clairement pas végétarien, mais j'essaie de manger moins de viande. Pour moi, c'est très difficile de dire que ce n'est pas de la viande. Ça a le goût et la consistance de la viande, et c'est super bon. Mais finalement, pourquoi se donner tant de mal pour donner une forme de viande à des plantes ? Eh bien, tout simplement parce que la viande, c'est bon. Beaucoup de gens aiment la viande. Notre société s'est construite autour d'elle. Le rôti du dimanche, les barbecues entre amis. La viande représente plus que juste un aliment pour énormément de gens. Notre but était donc d'avoir une réelle alternative à la viande. Et puisque la technologie nous le permet, il n'y a plus de raison d'élever, d'enfermer et d'abattre des animaux pour ça, pour avoir de la viande. On peut l'obtenir avec des protéines végétales. Et ce fameux poulet planté devrait être proposé au menu de quelques restaurants alémaniques dès le mois prochain. Ces reportages ont été réalisés par Marion Falliot et Andrea Sotro. Aucune de ces transformations de plantes en viande ou de fabrication de fausses viandes n'est totalement neutre sur le plan écologique. Elle nécessite de l'énergie. Il faut chauffer des incubateurs dans le cas de la viande in vitro. Des cellules animales sont cultivées dans du sérum de veau fœtal dans certains labos. Comme quoi, il vaudra mieux à l'avenir bien comprendre les processus de fabrication.